Je vois au quotidien une grande déconnexion entre les jeunes et le monde de la politique. Alors ça se passe au niveau local, ça se passe au niveau fédéral, mais encore de manière plus forte, je dirais, au niveau européen. Au-delà du discours, au-delà... Non, c'est un homme, il sait cuisiner. J'ai mangé sa viande à la ketchup, que je recommande à tous d'ailleurs. Mais les gens avec qui on aura l'occasion d'échanger un regard, une conversation, il va se passer quelque chose. Pourquoi? Parce que la politique, c'est un geste. Moi, dans ma situation, des fois, j'ai envie de réussir juste pour pouvoir que ma cousine du Congo m'appelle ou un ami m'appelle. J'ai besoin de ton aide, que je puisse être là pour la personne. Et ça, c'est notre maman qui nous a donné ça. Et donc, il faut l'équilibre. On ne peut pas venir dire on va juste augmenter les aides sociales ou on va juste réduire la fiscalité pour les grandes entreprises. Non, il faut de l'équilibre. Et c'est ça, faire nation ensemble. On est ensemble, c'est plus qu'un slogan, c'est une motivation de dire guys, à partir de maintenant, arrivons à voir le plan global. Bonjour David Mwongo. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, fort bien. Merci beaucoup. Merci pour votre présence et heureuse année 2024 d'ailleurs. Bonne année 2024. C'est un peu tard, mais bonne année 2024. Que pouvons-nous vous souhaiter pour cette année? Succès, parce que je pense que tout le monde a besoin de succès. Santé, parce que je pense que c'est une priorité. On ne pourra pas célébrer nos succès sans la santé. Et un peu de fougue, parce que je pense qu'on en a besoin pour affronter tous les défis que la vie nous met sur le chemin. Bien, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement? Alors, je m'appelle David Emmanuel Mwongo. Je suis l'enfant du milieu d'une fratrie de 3 garçons. Donc, il a toujours été un garçon un peu à part, mais avec toujours le désir de faire avancer les choses. Je suis belge, d'origine congolaise. À l'heure où on fait la vidéo, j'ai 24 ans, donc voilà. Je suis un passionné de football, de musique énormément et de politique. Je ne sais pas ce que je peux dire d'autre, mais je suis un jeune homme engagé, entrepreneur et désireux de pouvoir apporter un changement considérable en ce monde. Très bien. Vous avez parlé de votre fratrie, justement. Parlez-nous un peu de votre enfance. Comment vous avez grandi? Comment c'était? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Alors, mes parents sont d'origine congolaise, sont nés au Congo, ils sont venus ici pour les études. Moi, je suis l'enfant du milieu, donc j'ai un grand frère et un petit frère. On a eu une enfance à la fois magnifique et à la fois avec son lot de difficultés. On a grandi dans la pauvreté, même si j'aime pas dire ça parce que certaines personnes ont connu des situations beaucoup plus précaires que nous. Mais bon, ça a été quand même le cas à notre niveau. Il y a eu des très bons moments, des souvenirs incroyables, mais comme il y a eu aussi des moments plus compliqués. Mais je pense que c'est ces moments qui ont formé et forgé la personne que je suis aujourd'hui. Mon père est un entrepreneur qui a toujours eu et qui a toujours de grandes ambitions. Ces ambitions l'ont emmené à aller démarrer plusieurs choses au Congo, mon pays d'origine. Et donc ce qui a fait qu'on s'est retrouvé dans la situation d'être une famille monoparentale, avec maman qui était très présente, papa qui revenait de temps en temps, mais voilà, la plupart du temps, il n'était pas là. Et donc ça a emmené son lot de souffrance. Maman a fondé un service traiteur que mon grand frère dirige aujourd'hui, qu'il a repris, donc c'est un petit peu l'entreprise familiale. Mais voilà, c'était la vie des indépendants, c'est pas toujours rose. Et donc il y a eu des moments où c'était très très compliqué, d'un point de vue financier, infrastructure, etc., etc. Mais dans toutes ces choses, la famille est toujours restée le socle de toutes choses. Moi, j'ai un petit frère avec qui on a nos délires, j'ai un grand frère avec qui on a nos délires. Et le simple fait de savoir qu'ils sont là, en fait, c'est une base dont souvent on peut négliger, mais c'est la chose qui nous maintient. Mes cousines aussi, paternelles et maternelles, ont joué un rôle dans mon enfance. Moi, je passais tous mes étés à Wavre, à Louvain-la-Neuve avec mes cousines. On allait au Bois des Rêves, on allait au Lac de l'Odeur. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, je vais souvent à Louvain-la-Neuve parce que j'aime beaucoup cette ville, mais c'est mes cousines qui me l'ont fait découvrir. Et donc la famille a toujours été importante pour moi, et je pense même que c'est la chose qui te met les pieds sur terre, en fait, quand parfois tu vois, c'est la vraie réalité, c'est des choses terre à terre, le quotidien c'est la famille. Donc j'ai une enfance très épanouie, mais à la fois avec son lot de combats. Mais je pense que l'équilibre entre cet épanouissement dans les choses simples, telles qu'aller se balader au Bois des Rêves et plonger dans la piscine, et le lot de difficultés comme des réalités, comme parfois tu rentres
où tu vas à l'école et tu n'as pas la collation de 10 heures, comme tous les autres ont la collation de 10 heures, ça a forgé la personne que je suis aujourd'hui. Justement, vous avez parlé de difficultés, de combats que vous avez vécu. Comment vous avez pu surmonter ces difficultés-là? D'abord, quelles ont été ces difficultés et comment vous avez pu surmonter ces difficultés? Je pense que la première difficulté, c'était le manque. Hein. Et je pense que le manque est une difficulté pour tout le monde, quel qu'il soit. Nous, c'était principalement le manque de ressources. Mais comment tu les surmontes? C'est d'abord en étant ensemble. Moi, je pense que quand il y a une crise, aussi longue soit-elle, c'est le fait d'être ensemble. Je veux dire, je connais beaucoup de familles qui se sont séparées, où les frères ne se parlent plus, où les sœurs ne se parlent plus, où les parents ont divorcé ou ne se parlent plus. Moi, je crois fermement à la famille. Je crois fermement à la famille, quelle que soit la forme de la famille, mais la famille, c'est essentiel. Et ça nous a aidé à surmonter les difficultés. Et puis, ça a créé en nous une rage de vaincre, une rage de réussir, une rage contre la vie. Et ça, je pense que c'est la chose qui nous a drillé année après année et qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, il y a un temps qui est passé, il y a une nouvelle saison qui a commencé. Et ça, voilà. Dans votre récit, on comprend que vous êtes un homme aux multiples casquettes. C'est quelque chose que vous avez toujours voulu? Voulu, non, mais que j'ai découvert et appris à accepter avec le temps. Très bien. Mais parlons de la casquette d'artiste. Ouais. Vous faites partie du boys band gospel YPWG, un groupe de 4 personnes, 4 hommes, avec un single sorti en 2019, un second en 2023. Comment l'aventure a commencé? Qu'est-ce qui vous a motivé dans cet art? Alors, YPWG, comment ça a commencé? Bon, il expliquera mieux que moi, mais on était beaucoup. C'est une longue histoire qui a commencé à 15 dans un bâtiment, avec 15 jeunes garçons qui n'avaient pas grand-chose à faire. Et on s'était dit qu'on allait commencer un groupe. Et au fur et à mesure, on s'est retrouvés à 4. C'est comme ça qu'à l'aide d'autres personnes qui nous ont encadrés, on a créé le groupe YP, qui s'est par la suite perfectionné et c'est devenu voilà, la référence et surtout notre groupe d'amis et un groupe de frères avant tout. Et donc c'est comme ça que ça a commencé en fait simplement. Et du coup en fait on a compris, parce que nous en fait on avait 2 désirs. C'était de faire de la musique premièrement, et le deuxième désir c'était de partager notre foi. C'est ça même le gospel en fait. C'est un genre de musique où on partage la bonne nouvelle de ce en quoi on croit en fait. Et donc ça a commencé comme ça. Nous on le fait sur un genre, donc on n'est pas une chorale gospel qui chante au Happy Day, mais on l'a fait sur des rythmes modernes parce qu'on voulait que ça touche aussi un autre public et véhiculer le message en fait qu'on aime à ce public-là en fait, le public de notre génération en fait. Il a joué le rôle de l'intentionniste en fait. Il était toujours à la base d'une certaine intention. Par exemple, pour la petite histoire, le groupe même YPWG, donc le nom du groupe, c'est lui qui l'a trouvé. Donc ça a toujours été quelqu'un qui est rapide dans le travail, rapide dans l'inspiration, qui en veut plus, toujours. Je me suis découvert une passion incroyable, je veux dire, ça m'a, entre ça et la chorale, parce que j'étais aussi de la chorale des ados, de ma congrégation, et j'ai découvert une passion incroyable pour la musique. J'écrivais des chansons en fait depuis que j'étais petit. Quand j'étais en primaire, on avait formé un groupe de musique avec mes amis de l'école primaire. Ça s'appelait JDBS pour Julien, David, Bastien, Samir. Voilà. Et donc en fait la passion de la musique elle a commencé à ce moment-là. J'avais le tube à l'époque c'était Mon école me manque. Très bizarre au jour d'aujourd'hui parce que je pense pas que l'école manque à quelqu'un, mais c'était vraiment le tube. Et puis donc YP est venu et ça s'est amplifié. J'ai appris à jouer du piano, à jouer de la basse. Et voilà, YP c'est ma base. Autre que la famille, YP c'est ma base. Daniel, Eli, Christian, c'est ma base très 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 solide. J'aime appeler ça le carré d'or parce qu'à 4, voilà, donc c'est ma base. Justement, vous dites que YP c'est votre base. Qu'est-ce que ça vous a apporté? YP, plusieurs choses. Vous savez, quand vous êtes un jeune garçon, tu grandis, déjà tu es dans l'adolescence. YP s'est formé, j'avais 15 ans, donc ça fait plus ou moins une dizaine d'années. Il y a des défis auxquels tu es confronté en tant que jeune homme, que ce soit d'ordre relationnel avec les gens, que ce soit d'ordre en termes de projet, que ce soit dans les études, que ce soit en termes financiers. Parce que quand tu deviens un jeune homme, tu commences à penser, projet, comment je vais m'en sortir, comment je vais m'émanciper un petit peu, etc., etc. Et le fait d'être dans
Parce que c'est un boys band, c'est vrai qu'on fait de la musique ensemble, mais d'avoir des réels frères, des amis avec qui vous pouvez partager les difficultés. Vous savez, YP, il y a des fois on s'appelle avec YP et on dit ah, la vie, tu vois. Et ça aide, ça aide. Au-delà de ça, dans le groupe même, dans la vie du groupe, ben, YP est un groupe qui particulièrement, on n'a pas de chef. On n'a pas de chef, on n'a pas de manager directement. Et donc, et en fait, la grande force qu'on a eue, c'est que du coup, on se complète à 4. Tu vois. Et donc, c'est pas Daniel va venir, gars, je fais ça, j'impose mon bail. Ou Christian, ou Eli, ou moi, non. Il y a toujours eu une forme de concert et de collège. Et donc, la chose que YP m'a apporté, je pense que c'est l'une des plus grandes choses, c'est que ça t'apprend à travailler avec les autres, à écouter, à valoriser les idées des gens. En fait, en groupe, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ce qui est bien, surtout dans notre groupe, c'est qu'on est 4 leaders et qu'on apprend en fait à diriger en écoutant les autres. Tu vois, donc c'est quand David a une vision, il n'a pas une vision seule en fait, il apprend à écouter les autres et c'est ça qui fait notre force. C'est-à-dire que les choses par lesquelles il peut nous reprendre ou on peut le reprendre, bah, il est toujours ouvert et il essaie toujours de faire son mieux d'être, je sais pas comment on dit ça en français, accountable, tu vois, envers les autres et tout. Et ça, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, dans tout ce que je fais, dans les projets que je suis en train de mener à bien, moi j'ai toujours aimé travailler en équipe. Parce que c'est ce que j'ai appris. YP, je pense que c'est le premier vrai projet que j'ai fait et c'est en équipe où il n'y a pas de chef, tu vois. Et donc du coup, ça c'est une force parce que tu comprends que dans un projet ou dans les phases d'un projet, tout le monde est important. Et tout le monde a de la valeur. Et donc ça, je pense que c'est la chose que YP m'a vraiment fait réaliser. Ouais. Vous portez également une casquette d'entrepreneur. Parlez-nous un peu de cette facette de votre vie. Alors, l'entrepreneuriat, je pense que c'est vraiment ma passion. C'est l'une des choses aussi qui m'a amené et qui m'a conduit vers la politique. Mais l'entrepreneuriat, on a commencé en fait avec YP à entreprendre. On a lancé une marque de vêtements. En fait, il y a un grand frère à nous qui est venu nous voir quand on a sorti le premier single. Il nous dit ouais les gars, c'est bien, mais il faut rentabiliser le truc. Et donc, faites une marque de vêtements. Il a libéré les fonds pour qu'on fasse le premier stock. Et puis là, de là, c'était parti. Partout où on allait chanter, on devait vendre et des CD et des vêtements. Donc à l'époque, on vendait encore des CD, même s'il y avait les plateformes. Et je dis à l'époque comme si je suis vieux. Et donc du coup, stratégie de vente. Comment on vend? Branding. On a fait des shootings, on a fait des logos, des machins, des vidéos. Donc j'ai appris, l'entrepreneuriat s'est appris aussi dans YP en fait. Je pense qu'il nous a aussi beaucoup aidé à aller plus loin, vraiment sortir out of the box, ce qui nous a permis entre autres de créer notre marque de vêtements. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Puis quand on a cheminé dans cette aventure, on est passé à autre chose. Moi, j'ai ouvert ma société de consultance en stratégie d'entreprise. Cette société, le but, c'était d'aider les autres à démarrer leurs projets. On a confondé aussi le label en même temps, plus ou moins la même période avec YP. Donc Christian est le directeur général. Donc moi, j'avais un rôle très administratif. David, lui, j'aime bien l'embêter en disant que lui, c'est l'homme de la paperasse. Donc les papiers, les choses que nous, on ne calcule pas là. Voilà, lui, c'est ça. L'histoire de « oh non, les gars, il faut qu'on soit en ordre par rapport à l'État, ceci, cela, oh, une ASBL ». Moi, je vous avoue que j'ai dû apprendre c'était quoi une ASBL. Donc ça, c'est les histoires de David. David essaie de nous expliquer les choses, tout ça. Le côté juridique, on lui laisse. Là-dedans. À côté de ça, on a démarré aussi, toujours sur la houlette du label, une société en fait de production événementielle, une société de production événementielle, Macom Live, et avec laquelle on organise le Revolution Festival, déjà depuis 2 ans maintenant. Donc c'est un petit peu ça mon parcours entrepreneurial. Et une autre aventure entrepreneuriale qui a commencé il y a peu, c'est Noki, une société en FinTech et EdTech qui a pour but d'offrir des services financiers, mais à la fois éducationnels, sur l'éducation financière à tous ses utilisateurs. Donc c'est la startup sur laquelle on est. Donc voilà, j'aime ça, j'aime entreprendre, j'aime la vivacité d'un projet, j'aime quand un projet démarre et j'aime surtout apporter une solution à un problème. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est ça en fait. Yes, on le voit que vous le vivez concrètement. Et donc du coup, vous passez donc de l'artiste à l'entrepreneur. Et là, on nous parle d'engagement politique. Yes. Comment vous êtes arrivé à cet engagement politique? Alors mes premières impressions quand j'ai rencontré David, c'est que j'ai trouvé quelqu'un de très humble et avec une réelle volonté de vouloir aider. Mais vraiment sans opportunisme, une volonté de vouloir aider. Qui comprenait l'enjeu de devoir agir en politique. En fait, pour être honnête, il se dirigeait vers un autre parti. Il allait aller vers un autre parti. Donc
on l'a récupéré parce qu'on a saisi le potentiel qu'il y avait en la personne. Et on voulait qu'une personne aussi pure et qui avait vraiment il a des priorités politiques et de dire voilà, une personne qui peut porter celle-ci et qui était en phase avec celle des engagés, il nous la fallait chez nous. Alors, j'ai toujours été fan de politique dans le sens où je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de documentaires, même les séries que je regardais, c'est des séries présidentielles, machin chouette. Mais je m'étais jamais dit que j'allais faire de la politique, très sincèrement. C'était pas dans mes plans. Moi, les business, les projets qu'on fait, ça amène déjà des solutions à de nombreux problèmes. Donc, je ne me voyais pas faire de la politique. Mais j'ai une conviction personnelle qui a commencé à me nourrir, c'est que si on veut réellement apporter un changement radical, puissant, profond, une réforme puissante, si on veut arriver à changer le monde, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ça ne passera pas par les affaires seules, la société civile seule, ça ne passera pas par le politique seul. Il faut associer les deux. Mais encore une fois, je ne m'étais pas dit que j'allais le faire. Mais l'opportunité s'est présentée à moi par une connaissance que je connais, Néhémie, qui m'a un petit peu aiguillé, dirigé, et puis j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Et donc je me suis retrouvé en fait embarqué dans cette spirale, mais vraiment par mon attrait pour l'entrepreneuriat à la base. Mais j'ai compris que le combat pouvait être plus profond et qu'on pouvait réellement arriver à impacter la vie des gens, parce que je pense que c'est de ça qu'il s'agit au final. Du coup, parlons-en justement de cet engagement politique. On comprend que c'est votre parcours personnel, avec tous les défis, les opportunités qui vous ont poussé à vous engager au niveau politique. Et avec tout ce parcours, on se pose la question pourquoi un jeune homme comme vous, avec autant de casquettes, se décide de s'engager politiquement? Est-ce sur un coup de tête? Alors, sur un coup de tête, non, parce que j'aime bien mûrir et réfléchir toutes mes décisions. Je ne pense pas être quelqu'un de, comment dirais-je, d'imprécis. Mais pourquoi s'engager? Je vais vous dire un truc qui peut paraître un peu bateau, mais c'est parce qu'il n'y a pas le choix. Quand je vois la situation de certaines personnes, quand je vois mon histoire personnelle, quand je vois la vie de ce que certaines personnes vivent au quotidien en Belgique, en Europe, en Afrique, en République démocratique du Congo, mon pays d'origine, il n'y a pas le choix. Il n'y a juste pas le choix en fait. Tu ne peux pas penser qu'à ta pomme. Il y en a qui le font, mais moi j'ai pas ce cœur-là. Et j'essaie de ne jamais l'avoir. Il y a des gens qui vivent pire. Il y a des gens qui... C'est compliqué. Donc, il n'y a pas le choix. Il faut s'engager. Et je ne changerai pas le monde à moi tout seul. Le parti politique dans lequel je suis, les engagés, on ne changera pas le monde à nous tout seul. Mais je pense que si chacun arrive à faire avec ce qu'il a en lui, un petit peu, là où il peut le faire, et si je peux le faire en politique, je vais le faire. Parce qu'il est capital d'arriver à réformer, à changer, pour vivre mieux. C'est vraiment important. Vraiment, vraiment. La nouvelle tombe le 20 janvier dernier. Vous êtes numéro 6 sur la liste des engagés aux élections européennes. La question qu'on se pose encore une fois, pourquoi avoir choisi ce niveau de pouvoir? Pourquoi pas avoir choisi les élections communales ou régionales? Je suis candidat aux élections européennes, 6e de liste des engagés, par choix. Certains m'ont dit, tu aurais dû te présenter à la région. Donc pour expliquer, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, il y a plusieurs niveaux de pouvoir en Belgique. Il y a les régions, région flamande, région wallonne et région Bruxelles-Capitale. Il y a le fédéral, donc le niveau pour toute la Belgique, et il y a le niveau européen. Et donc il y a aussi le niveau communal tout en dessous, mais voilà. Et donc en fait, cette année, les gens vont voter. Donc les gens vont voter pour le niveau régional, les gens vont voter pour le niveau fédéral et pour le niveau européen. On m'a dit, ouais, région Bruxelles sera peut-être plus simple. J'ai dit, ok, mais moi les matières qui m'intéressent, c'est le niveau européen. Pourquoi? Parce que c'est là que se prennent toutes les grandes décisions. Le pouvoir d'achat, c'est à l'Europe que ça se joue. Le climat, on est dans une transition climatique qu'on essaye d'avoir, c'est au niveau européen. La fiscalité, ça se joue au niveau fédéral, mais de plus en plus au niveau européen, parce qu'on essaye d'avoir, l'Europe essaie d'avoir une harmonie en fait, entre les différents pays. Et donc c'est au niveau européen que se prennent les grandes décisions. On veut augmenter le pouvoir d'achat des personnes. Il y a des réformes à faire passer au niveau fédéral, au niveau régional, mais les grosses réformes se prennent au niveau européen. Il faut savoir une chose que les gens ignorent, et je pense que c'est important que je dise. Il y a chaque année entre 100 et 250 règlements européens qui passent pour la Belgique. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Union européenne, on voit ça dans le droit européen, a différents types de droits. Il y a notamment les directives, et les directives, ça fonctionne comment? L'Union européenne va délivrer une directive, et chaque parlement de chaque pays ou de chaque région a le droit de l'adapter par rapport à ses concitoyens. Mais les règlements, ce sont des lois, ce sont du droit européen, c'est du droit européen qui s'applique directement sur la vie de nos concitoyens. Et il y en a entre 100 et 250. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Et donc en fait, il y a beaucoup de choses que nous vivons
peu importe où tu es en Belgique, ça émane directement en fait, de l'Union européenne et des 3 organes, la Commission, le Conseil et le Parlement. Et donc, il faut avoir une voix au Parlement européen qui peut traiter de ces affaires. Et dans tout ça, quelles sont les thématiques sur lesquelles vous vous focalisez? Alors, comme je dis, on ne peut pas tout faire, mais j'ai quelques focus. Premièrement, j'ai deux grands soucis, 2 grands thèmes. Le premier, c'est régénérer la prospérité. Parce que oui, c'est pas tabou. L'argent n'est pas tabou. Voilà, l'argent résout les problèmes. Pas que, mais l'argent résout les problèmes. Et deuxièmement, c'est la régénération du bien-être et de la cohésion sociale. Régénération de la prospérité, comment? Par réveiller et susciter l'esprit d'entreprendre. Par une fiscalité plus juste pour tout le monde, les travailleurs comme les entreprises, PME, TPME et les grands groupes. Et enfin par une revalorisation du travail. Comme je dis, il faut que les gens qui travaillent sentent que leur travail mérite salaire. Enfin, autre combat, c'est une jeunesse qui atteint son plein potentiel. Très important. Une éducation cohérente et tournée vers l'avenir. Vous savez, pour moi, il n'est pas normal qu'au jour d'aujourd'hui, et je le dis clairement, il n'est pas normal qu'au jour d'aujourd'hui, tu finis les secondaires à 18 ans, 19 ans ou 17 ans, tu ne sais pas remplir une déclaration d'impôt, alors que ça tombe à l'année que tu as 18 ans. Au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont en situation de surendettement ou qui sont fichées à la Banque nationale parce qu'il n'y a pas eu de cours d'éducation financière à l'école. Et moi, je pense que ça devrait être intégré dans les programmes scolaires. Personnellement, c'est quelque chose que je me dis, il faut que ce soit intégré. Il n'y a pas de plus grande justice sociale que de dire à tout le monde, on va vous former comment payer une dette, comment payer une facture, comment faire X, comment faire Y. C'est ça créer des citoyens responsables. Et donc pour moi, ça fait partie de l'éducation. L'éducation, ce n'est pas que l'école. Alors c'est l'école, mais c'est ce qu'il y a autour. Des activités parascolaires, le sport. Il faut que plus de jeunes doivent avoir accès au sport. Ça fait partie de l'éducation. Et enfin, alors quatrièmement et non des moindres, la santé mentale. Chez nous, les engagés, la santé, c'est une priorité. Pour nous, pour qu'une société fonctionne, il faut que une société soit en bonne santé. Et être en bonne santé, ça passe aussi par la santé mentale. Alors les problèmes de santé mentale, c'était des problèmes qui existaient déjà auparavant, mais qu'après le Covid a exacerbé. Aujourd'hui, on a de plus de jeunes en décrochage scolaire, de plus en plus de personnes dépressives, en burn-out. Et donc il faut travailler sur ces enjeux. Nous, on en fait une priorité chez les engagés. Et ça, on doit agir à tous les échelons à ce niveau-là, que ce soit au niveau régional, au niveau fédéral, au niveau de l'Europe aussi. Et donc voilà, c'est une priorité pour nous et je suis ravie de pouvoir porter ce combat de la santé mentale qui fait aussi partie de mes combats de prédilection avec David. 60% des jeunes l'année passée ont été déclarés en situation d'anxiété en Wallonie. Vous vous rendez compte? Le taux de suicide en Belgique est encore très très accru. Il faut régler le problème de la santé mentale. Et pour moi, c'est une priorité parce qu'on ne se rend pas compte. Les gens sourient, les gens vont manger, les gens sortent. Mais au fond, ça ne va pas. Et c'est quelque chose qu'on doit traiter à la racine. Et pour moi, c'est une priorité, la santé mentale et le système de santé en général. Au jour d'aujourd'hui, moi je le dis et je l'assume pleinement, je suis belge, je suis né en Belgique, mais j'ai des origines congolaises. L'Union européenne est une puissance qui deal avec les États-Unis, avec la Chine, avec le Proche-Orient, avec le Moyen-Orient, avec l'Afrique. Il y a beaucoup de ressortissants africains, d'afro-descendants ou de membres de la diaspora qui veulent aussi, ayant ce double attachement, avoir une forme de représentation dans la manière dont l'Union européenne échange et en relation avec l'Afrique. Dans les intérêts de l'Union européenne parce qu'on est ici, mais aussi dans les intérêts de là d'où nous venons. Et il faut aussi prendre en considération les personnes qui aspirent à cela. Et c'est qu'au niveau européen qu'on peut le faire. Et donc l'Union européenne, c'est un choix. Alors, tout le monde va dire que oui, c'est impossible, tu ne seras jamais élu. Ok. Et j'ai envie de dire, au-delà du fait d'être élu, qu'une voix soit entendue, c'est ça le plus important. Parce que même si je ne suis pas élu le 9 juin prochain, si une voix a pu être entendue, si des combats ont pu être exposés, on a déjà fait un petit peu bouger les choses. Et c'est ça le plus important, faire passer un message et que ce message produise des fruits. Très bien. Et vous êtes donc à l'initiative du concept On est ensemble. Comment vous envisagez de redorer la confiance en la politique avec ce concept? Avec mon groupe, on a eu l'occasion de tourner un petit peu dans toute la Belgique.
Et chaque fois qu'on parle aux gens, les gens n'ont pas confiance dans la politique. Je le vois au quotidien, une grande déconnexion entre les jeunes et le monde de la politique. Alors ça se passe au niveau local, ça se passe au niveau fédéral, mais encore de manière plus forte, je dirais, au niveau européen, où les jeunes ne savent même pas quel parti et dans quel groupe, comment fonctionnent les institutions européennes, etc. Et là, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire et que c'est en ayant des jeunes, en ayant des personnes comme David qui s'investissent au niveau européen, qu'on va pouvoir essayer de recréer, je dirais, cette connexion entre les jeunes et la politique. Et je pense que ça va même beaucoup plus loin que juste au niveau européen. Je sais que David est assez impliqué dans ma commune à Watermal-Boisfort. Et voilà, je le constate au quotidien. Plus on a des personnes comme David qui s'impliquent, qui sont prêts à aller à la rencontre d'autres jeunes, plus on peut recréer cette connexion et on peut aller de l'avant. On est ensemble, c'est le slogan de la campagne que nous sommes en train de mener. C'est une phrase que je dis tout le temps, que nous disons tout le temps. Donc c'est le slogan de la campagne qu'on est en train de mener, mais ça va au-delà du slogan. Moi, et c'est un engagement que je prends devant vous, quand bien même je serai élu ou que je ne le serai pas, on est ensemble, c'est un nouvel élan que j'ai envie d'insuffler. Faire sentir aux gens qu'entre les politiques et vous, aux entrepreneurs, qu'entre les politiques et vous, aux familles en situation monoparentale, entre les politiques et vous, aux personnes en situation de handicap, entre les politiques et vous, on est ensemble. Vous savez, on va souvent parler d'objectifs macroéconomie, de pourcentage, le chômage a baissé de 20 points. Ok, tout ça c'est bien. Mais la politique c'est un service. Il ne faut jamais l'oublier. C'est un service pour la nation et pour ceux qui la composent. On va beaucoup parler de la nation. La Belgique est classée X. La Belgique est classée comme ça, dans tel rapport, dans tel rapport. Ok. Qu'en est-il de ceux qui la composent? Et c'est pour ça que je suis dans un parti du centre. Parce que ceux qui la composent, la société, ce n'est pas que des personnes qui ont besoin d'aide sociale. Il y en a. Ce ne sont pas que les multinationales. Il y en a. Ce ne sont pas que les gens qui veulent entreprendre. Il y en a. Ce ne sont pas que les personnes en situation de handicap. Il y en a. Ce ne sont pas que les personnes en bonne santé. C'est un tout. Et donc il faut l'équilibre. On ne peut pas venir dire on va juste augmenter les aides sociales ou on va juste réduire la fiscalité pour les grandes entreprises. Non. Il faut de l'équilibre. Et c'est ça, faire nation ensemble. On est ensemble, c'est plus qu'un slogan, c'est une motivation de dire guys, à partir de maintenant, arrivons à voir le plan global. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide sociale, on ne va pas les lui couper. On va mettre des conditions peut-être, on va essayer de voir comment ajuster pour que ce soit bénéfique pour tous, parce qu'il faut aussi penser à la nation. Mais on va aussi penser à cette multinationale qu'on doit attirer pour créer de l'emploi, qu'on doit attirer pour que la Belgique soit, en tant que nation, prospère et à un bon niveau. On va aussi penser à ce jeune entrepreneur qui a besoin d'espace pour exprimer ses talents. À cette personne pour qui le schéma classique de faire latin grec à l'école n'est pas possible, mais qu'il a envie de faire une formation en intelligence artificielle. Et oui, je pense qu'en Europe, on doit être les champions de demain. La Silicon Valley, c'est bien, mais combien de talents ici on a qu'on n'exploite pas? On doit aussi penser à eux. Mais on doit aussi penser à ceux qui veulent faire un cursus plus traditionnel. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit miser. Il faut une Europe de l'éducation. Il faut une Europe qui soit forte à ce niveau-là. C'est des sujets qui me parlent énormément. Personnellement, moi je suis enseignant dans le supérieur. J'ai des enfants en bas âge, donc je couvre un peu le système éducatif de la maternelle voilà, jusqu'au supérieur. Et je constate que c'est vraiment essentiel pour le développement des personnes. Et c'est ça qui pourra faire qu'on aura une Belgique forte, une Europe forte. C'est une Europe qui est forte dans l'éducation. Ouais, j'en suis persuadé. Et c'est ça, faire société ensemble. Et je sais que pour certains, je parais utopique, que je suis un bon rêveur. Mais moi, je suis convaincu d'une chose. On a tous quelque chose de spécial au chacun de nous. Et l'État, la société, les régions, les communes, les communautés, l'Europe a une responsabilité de créer les opportunités pour chacun. Que ce soit un grand patron, que ce soit une personne en situation de handicap, une famille monoparentale, une famille normale, quelqu'un qui a d'autres aspirations, quelqu'un qui n'a pas étudié, quelqu'un qui a suivi un cursus académique, universitaire, qu'importe d'où tu viens, qu'importe ton secteur. Les politiques, et je me mets dans cette case à partir d'aujourd'hui, on a une responsabilité et on a trop longtemps failli à notre tâche. On ne va pas tout réussir en un claquement de doigts, mais on va essayer de faire quelque chose. Et c'est ça le message qu'on veut faire passer avec on est ensemble. Avec tout le monde, on est ensemble. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend et on voit à l'actualité, il est vraiment difficile pour les citoyens de pouvoir encore croire à la crédibilité politique. Yes. Et du coup, les politiciens sont vraiment forcés à jouer cette force de persuasion
Et est-ce que vous pensez, vous, pouvoir relever le défi? Vous savez, il n'y a rien qui est gagné d'avance. Mais je n'aime pas cette optique de dire que je vais en campagne pour gagner des voix. Je n'aime pas ça. Parce que ça réduit en fait à ce qui s'est passé jusqu'à présent. Alors, on fait des élections et on se revoit dans 5 ans avec de nouvelles promesses. Non. J'ai envie de persuader les gens ou que les gens soient convaincus par ce que nous proposons. Parce que les gens comprennent qu'on est en train de transmettre quelque chose d'un cœur à un cœur. D'une vie pour une vie. D'une âme pour une âme. Combien n'ont plus d'espoir au jour d'aujourd'hui? C'est bien, hein, on en parle comme ça. Les chiffres, ça nous fait oublier que c'est des vies derrière. On va aller à la rencontre des gens, à Bruxelles, en Wallonie, en Flandre, en Europe, partout. C'est des vies. Et on n'arrivera peut-être pas à convaincre tout le monde. Mais les gens avec qui on aura l'occasion d'échanger un regard, une conversation, il va se passer quelque chose. Pourquoi? Parce que la politique, c'est un geste. C'est un geste. Et il faut avoir le bon geste. Et je me suis engagé envers moi-même d'avoir le bon geste. Par amour pour les gens, par amour pour la Belgique, que j'aime tant, par amour pour le monde, par amour pour la nation. Et parce que je pense qu'il est temps de briller encore, d'oser croire encore. S'il y a un message que je veux faire passer, c'est ça. Osons croire encore. Demain peut être meilleur. Il est temps de retrouver une lueur d'espoir. Il n'y a rien qui est plié. Rien. Jusqu'à la dernière minute du match, tout peut se passer. Et je sais que dans la vie de beaucoup de gens, le match n'est pas encore fini. Alors on est là et on va essayer de faire quelque chose.